L'état des sondages d'opinion en Tunisie, parce que c'est de notre pays qu'il s'agit. Donc, ils étaient orientés, je dirais, nécessairement avant la Révolution. On n'acceptait pas forcément que les opinions soient libres, donc il n'y avait pas d'autre solution. Après la Révolution, bon là, en fait, c'est une ancienne présentation que j'ai faite, mais ça fait maintenant 11 mois. Pas de législation régissant le secteur, malgré les appels incessants que nous avons fait dès le 3e mois, donc dès le mois de mars. C'est très simple, dès le gouvernement Béjirat Sebsi, nous avons appelé clairement à ce qu'il soit mis une législation régissant le secteur et une instance de contrôle de celle-ci. Et les sondages d'opinion ont continué. Je rappellerai, pas pour forcément rester sur notre cas à nous particulier, que nous avons appelé à mettre en place une législation régissant les sondages et une autorité de contrôle. N'ayant pas eu de succès, nous avons appelé à ce que les journalistes eux-mêmes, en leur proposant de les former tous et gratuitement, tous ceux qui veulent bien en tout cas, de les former à bien comprendre les sondages et de leur demander de faire le travail de contrôle et le travail d'évaluation des sondages et, quand il le faut, de censeur, pour ne publier que les sondages qui obéissent à un minimum de règles de fiabilité et de validité. Alors, je voudrais revenir sur le métier de sondeur et résumer. Et contrairement à ce qu'on vous dira, tout à l'heure j'ai failli demander à Emmanuel quel était le métier du mystérieux docteur Gallup. Je vais répondre à sa place. Vous pensez sans doute que c'est un très grand statisticien, sans doute le plus grand statisticien de l'histoire, puisqu'il a inventé les sondages d'opinion. Vous pensez peut-être que c'est un mathématicien, vous pensez peut-être que c'est un physicien, vous pensez peut-être que... Bref, c'est un journaliste. Il faut le savoir. Gallup n'est autre qu'un journaliste. Il est un mythe, parfois bien gardé, que de croire que les sondages sont, que je suis ingénieur, que de croire que les sondages sont un métier de statistique. C'est totalement faux. Le sondage par rapport aux statistiques est exactement la même chose que ce que fait un banquier par rapport à un informaticien. Ce sont deux choses totalement différentes. Un banquier utilise tous les jours des programmes informatiques, ça ne fait pas du tout de lui un informaticien, pareil qu'un radiologue, mais surtout pas un ingénieur en électronique ou en rayon X. C'est exactement la même chose. Nous faisons quotidiennement usage des statistiques et je dois dire, tout en étant très honnête, on en fait un usage basique. Quand je dis basique, ça veut dire vous tous qui étiez là, au niveau du bac, vous étiez en train de faire des mathématiques beaucoup plus complexes que ce qu'on fait dans des sondages d'opinion sur 1000 individus. On ne fait que comptabiliser les avis, on compte 1, 2, 3, tel candidat, candidat 1, 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 17. Le deuxième candidat, 1, 2, 3, 4, 5, 120. Voilà ce qu'on fait. Et puis éventuellement, de temps en temps, on croise. Donc on va faire ça, par exemple, on prend les hommes, on va regarder. Et on comptabilise exactement la même chose pour les hommes. On va dire, là, pour les hommes, là où c'était 18 au début pour tous, les hommes et les femmes, ça devient 7 ou 8. C'est très très complexe. Effectivement. Donc l'utilisation des statistiques dans les sondages est effectivement et réellement basique. Donc la difficulté dans les sondages ne réside surtout pas ni dans les connaissances statistiques, ni encore moins dans des complications mathématiques. Le sondage est un métier de l'éthique. C'est la définition, on verra si Emmanuel le partage. À tout moment s'opposera au sondeur une question éthique. Il devra essayer de savoir s'il connaît bien sa population mère, donc la population sur laquelle il va essayer de faire son sondage, et d'en connaître les contours, et d'aller chercher chez l'autorité qui va lui fournir la description de cette population les données les plus récentes, et non pas éventuellement de les négliger en se disant voilà, j'ai des données, c'est pas grave, je vais les utiliser. Ensuite, il va essayer de se poser une question sur l'échantillon. On reparlera de l'échantillonnage rapidement.
il peut éventuellement faire des petits court-circuits. Emmanuel a parlé tout à l'heure de croisement. Quand il faut croiser, ça complique la vie. Alors parfois, on peut négliger les croisements en se disant voilà, j'ai fait mon travail, c'est pas grave, le résultat que j'ai fait, j'ai bien respecté les CSP, j'ai respecté les régions, j'ai respecté les tailles d'agglomération et j'ai fait mon travail. Bien souvent, il faut croiser un tout petit peu, ce qui fait qu'au lieu d'interroger une personne, on va en interroger 10, 15, 20, parfois 100 pour tomber sur la bonne personne, surtout en fin de quota. Donc on peut faire des raccourcis si on n'a pas suffisamment de soucis éthiques, si je puis dire. La conception du questionnaire, elle aussi, elle obéit à des règles éthiques et elle peut fausser complètement un sondage. Si on n'a pas bien conçu son questionnaire, ça ne sert à rien d'avoir un échantillon représentatif. Ça ne sert à rien d'avoir des données qui sont à jour aux dernières données de l'INSEE ou de l'INS. Si votre question numéro 1 induit la réponse de la question numéro 2 ou bien est en train de limiter les réponses que vous pouvez répondre en disant voilà, c'est ça, hein, je vous donne un exemple. Pour quelle raison vous ne vous êtes pas inscrit sur les listes électorales? Parce que vous n'avez pas confiance, on vous donne deux possibilités. Vous n'avez pas confiance en les hommes politiques ou vous n'avez pas. Voilà, quelles sont les deux possibilités. Des erreurs comme ça sont des erreurs basiques, mais malheureusement empêchent complètement à ce que les sondages puissent exprimer quelque chose de valable. Ensuite, au niveau des analyses, on peut faire des petits raccourcis, parce qu'au dernier moment, on se retrouve avec des données qui ne sont pas forcément très cohérentes. Parfois, on se retrouve sur une question, on demandait l'âge, on se retrouve avec Paris, on se retrouve avec Grellier. Et on ne sait pas ce qu'il faut faire avec ces données-là. Est-ce qu'il faut la négliger? Enfin, il faut enlever toute l'enquête ou bon, essayer de... Et ça, c'est un problème qui se pose quotidiennement. C'est ça le travail. C'est ça le travail du sondeur. Au niveau de l'interprétation des données, Emmanuel a parlé tout à l'heure. Je vais essayer de rajouter quelques éléments. Effectivement, il y a cette question de redressement. On a deux problèmes qui se posent. Le premier problème qui se pose est celui des personnes qui sont indécises. Et on sait bien que ces personnes-là vont se décider à un moment ou à un autre, quitte éventuellement à se décider à ne pas voter. Mais le métier de sondeur consiste à essayer de trouver des outils, des méthodes, des historiques, qui vont essayer de lui permettre de savoir comment ces personnes vont se décider. Donc on va devoir les décider, ou bien on déclare qu'ils sont indécis et on n'est pas forcément très bien vu. Mais un problème qui est encore plus grave que celui-là, c'est de savoir, comme en France et en Tunisie, nous avons eu ce phénomène-là, il y a un certain nombre de personnes qui savent pour qui ils vont voter, sauf qu'ils ne vont pas vous le dire. Et ça, le métier de sondeur ne permet plus de répondre à cette problématique. Ça devient tout à fait autre chose. Donc de sondeur, on devient croiseur d'informations, ça dépend du degré de professionnalisme. On devient lecteur d'historique de vote en croisant des informations sur lesquelles on n'a aucune garantie de validité, ce qui fait, et justement le plus gros problème se pose là, ce qui fait qu'effectivement il y a eu dans des pays comme la France un certain nombre de sondages où on arrête de